Le ciné, la télé, les banques, les magazines. Ils ont tout. Tout. Mais faut être juif pour réussir dans les médias. Ouais, ou alors faut être pédé. Ou PD. C'est clair. Allez au gros pédé, tiens, vas-y, moi un coup. Quoi? 2 petites secondes, je vais au Wawa. Ah, va au Wawa, dis donc. Mec, je me casse d'ici, c'est une nazie. On en a rien à foutre, tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec Mec, ta je m'en fous de son cul, je suis juif, je vais pas baiser Hitler. C'est Hitler avec un BEP coiffure. Monsieur, je crois que vos toilettes sont bloquées, hein, ou alors il y en a un qui est en train de libérer Mandela. Bon, ok, c'est une ordure. Tu me la baises sale, tu me la baises violent, mais tu me la baises. Les origines du projet, Manu, Mathieu et moi, Mathieu mon co-scénariste, on a passé un peu de temps en radio, eux une douzaine d'années, donc c'est beaucoup. Et moi juste un an, ils sont tenus qu'1 an avec moi. Et c'est là-bas qu'on est devenus très potes tous les trois. Et puis on s'est dit tant qu'à faire, si on raconte un film, il vaut mieux raconter un univers qu'on connaît plutôt que celui du KGB, qui nous est plus étranger. Et du coup la radio, ça tombait bien. C'était l'occasion de passer de la bonne musique, de raconter des trucs qu'on connaissait. Non, pas du tout, non, sinon ça serait plus noir. Non, pas du tout. En fait, c'est surtout, peut-être, si ça devait être le biopic de quelqu'un, ce sera plus celui de Romain, puisque c'est plus son histoire à lui, puisqu'on suit le personnage de Ben, qui arrive dans cette émission de radio. Il était juste obligé de me prendre parce que j'étais dans cette émission de radio. Donc c'est pas du tout moi, en fait. C'est en revanche Romain qui, lorsqu'il est arrivé dans l'émission, il y a quelques années de ça maintenant, m'a encouragé à en partir pour aller écrire mon spectacle et monter sur scène, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire quand j'étais gamin. C'était pas vraiment la radio en fait que je voulais faire. Enfin, coach, tu vois, toute mesure, toute raison gardée, mais oui, parce que je me suis rendu compte en fait d'un truc que j'imaginais pas du tout avant, c'est que je pense que quand tu es comédien, c'est aussi compliqué pour le coup maintenant que je sais ça, que j'ai vu, d'interpréter un musicien, un mec chevronné, un mec qui cartonne, tu vois, sur un clavier ou du bois ou autre chose, qu'un animateur radio. Parce qu'il y a un ton, il y a un débit, il y a une manière de s'adresser. Et puis sur ces radios FM là, où tu as très peu de temps pour parler, il faut que surtout, la star c'est pas toi, on te le dit toujours, la star c'est la musique, donc il faut que tu existes en 40 secondes à peu près. Il faut vraiment que, voilà, il y a un ton à trouver, tu peux pas... ça s'improvise pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, je n'avais pas vraiment conscience. Même nous non plus, hein, d'ailleurs, on était... On avait conscience de rien pendant tout le temps. Ouais, conscience de rien. Pour larguer. Voilà. Pascal, c'est Pascal, Cyril, répondre à la question, puisque c'est quand même un mec qui a connu le RTF. Donc je vais C'était une belle époque, on se marrait bien. Attends, il y a comme qui vient de me demander c'est quoi le RTF. Il y a toutes les générations ensuite. C'est quoi? C'est quoi? Il croit que c'est un gadget, il veut se l'acheter tout de suite. Ah, j'en vois moi aussi. Alors, comme c'est vieux, c'était de la radio avant quand c'est dans l'histoire. Avant les jingles, avant tout ça. Juste après Napoléon. On était où là? Vous avez passé une bonne soirée déjà? Ça va? Bon. La radio, est-ce que c'est fascinant? Un mec qui commence une phrase et un quart d'heure après, il est toujours là, et tous ses potes sont partis, vous allez voir. Ça a commencé en 77. Un soir d'hiver, le vent soufflait. Oui, c'est fascinant, je trouve, moi. Il y a une chose qu'on doit apprendre. Merci. Et c'est fascinant, la radio. C'est moi et c'est des copains en moi, quoi, voilà. Oui, bien sûr, c'est fascinant. Bien sûr. Le son sans l'image, ça donne envie de réfléchir un petit peu, de se laisser gagner par le récit, comme disait le poète. Oui. Enfin, ça, c'est mon élément de réponse à moi. Rajouter, merci. Moi j'ai été fasciné et je me suis dit que d'ailleurs c'était peut-être une lampe de lancement. Rampe de lancement, pas une lampe de lancement. Désolé. Belle lampe de lancement. Pour avoir une rampe de... Non. pour pouvoir peut-être avoir une expérience. Tu te rends pas compte? Bah s'il y a des blogueurs de radio, hein, je suis là, voilà, pour en faire. On est efficace, hein? La machine est rodée à mort. C'est adorable de dire les choses comme ça. Ça ne nous appartient pas, nous, de qualifier le film. Nous, tout ce qu'on voulait faire, je vous jure que c'est vrai, c'était faire un film qui faisait... J'ai eu l'occasion, si vous avez regardé un peu ma filmo, de mettre mon nom sur des films horribles. Et très honnêtement, c'est vrai. Et quand on les défonçait sur Internet, je suis obligé de dire à ma meuf,
c'est vrai, c'est de la merde, ils ont raison. Et je comprends la colère que ça déclenche. Et je me disais toujours, quand je serai plus scénariste, si j'ai la chance un jour de réaliser mon film, je vais déployer toute mon énergie, tout ce que je peux, pour que vous ne vous sentiez pas trahi quand on paye 8 €, qu'on attend longtemps pour avoir le temps d'aller au ciné, qu'on se fait chier, qu'on va, je sais pas quoi, on galère pour trouver une place, et qu'en plus de ça on a payé, que c'est nul, c'est relou. Alors, je dis pas que ce film n'est pas nul, il appartient à vous, le public, de le juger évidemment, mais on a déployé tous les efforts pour être jugé sur des critères qui ne sont pas ceux de la trahison du spectateur. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Je partage vos colères, je les comprends, de temps en temps ça tourne un peu en rond quand même sur les blogs. Ouais, c'est une merde, ouais, c'est un naze. Mais attendez, je vais voir le film pour commencer. Et ça repart. Et tu penses C'est vite quand même. Tu vois deux gars qui défoncent, un gars qui dit attendez, je vais voir le film pour commencer. Et ça revient. Mais non, mais c'est la merde, mais c'est truc. Donc ça me fait un peu marrer. Je comprends cette logique-là, c'est normal. Vous êtes le public, c'est vous les patrons. C'est ce qu'on dit dans le film. Nous, on croit, c'est peut-être un peu naïf comme formule, mais je vous jure que nous, on y adhère sincèrement. Donc, et tu crois qu'il y a des gars, merci, je suis content que ça vous ait plu. Tu crois qu'il y a des gars qui réalisent des films et qui savent qu'ils font une bouse ou pas? Moi, j'ai écrit et qui l'assument. J'ai écrit des films et je te jure que en plateau, avant que ça aille au montage, le réal était très content de me montrer ce qu'il y avait dans le combo et je me disais, ok, je vais encore devoir me justifier au prochain rendez-vous de ce film que j'ai fait avant. Donc je dis pas que ça m'arrivera pas après, mais l'idée c'était que vous soyez compris. Je vous jure, j'ai pas d'autre chose en tête, c'était que vous passiez une bonne soirée, vous soyez pas trahi en tant que spectateur. Moi je suis solidaire de vos élans, de vos regrets, de vos douleurs et de vos coups de cœur aussi. Donc, je comprends. Ah ben complètement, moi ça m'a toujours fait marrer quand vous voyez les réalisateurs qui sont en interview, qui carrément eux pompent des plans entiers, des pans entiers de films, ils disent ouais c'est dommage, je peux pas dire. Non, moi je m'inspire directement du film, je trouve qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance de savoir où on se nourrit, en plus je trouve que c'est un film formidable, donc j'ai trouvé ça bien d'aller s'inspirer, d'aller puiser son inspiration dans ce qui est tracé par le film Cameron Crowe, parce qu'en réalité, je le dis pour ceux qui des fois peuvent avoir des stress en se disant ouais, j'ai envie d'écrire mon film, il y a tous ces films qui sont très intimidants, je ne peux pas faire le mien, je ne ferai jamais aussi bien. Sachez que toutes les histoires ont déjà été écrites, mais pas par vous. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Aujourd'hui, Star Wars c'est la forteresse cachée de Kurosawa, tous les films sont nourris par un autre film, donc ouais, moi je te dis ouais, grave. Et vous voyez aussi presque ça, parce que je ne sais pas si c'est mieux que mon film, probablement, parce que c'est un pro les gars quand même, mais c'est un bon film. Ça, par contre, je suis obligé de dire que non, je l'ai vu que pendant le montage. Je vous jure que c'est pas, je l'aurais dit, je me fous. Mais pendant que j'écrivais le film, j'ai vu la bande-annonce de ce truc débarquer sur Halluciné. Je peux t'assurer que tu es très content de toi, de dire ouais, je vais faire un road movie sur des gars qui font de la radio, avec un môme au centre et tout ça. Tu vois la bande-annonce de demain, t'as très froid. Je te jure que j'ai d'ailleurs pas pu écrire pendant 5 jours, rien qu'avec la bande-annonce. Ils sont tous allés me voir pour moi, quand ils savaient que je... Parce que ma meuf m'a dit, Cécile qui est là, parce que je chérie. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu continues, tu t'en fous, ne vois pas le film. C'est elle qui me dit, toutes les histoires ont déjà été racontées, mais pas par toi. Et le film, je me suis autorisé à le mater quand j'étais en montage. Je crois que Pascal ressemble pas mal au gars qui mais en français, les gars. Mais ça non plus, c'était pas voulu. C'est des hasards. Je vous promets que parfois, il y a des sujets qui sont dans l'air du temps. Autant Monsieur Mousse, je le revendique carrément. Autant ce film, je l'ai vu qu'en montage en octobre. Et je le kiffe pas tant que ça. Pour être sincère, c'est pas du snobisme. Je préfère 100 fois Good Morning Vietnam, qui est démentiel. Top Radio, vous avez Private Parts de Howard Stern, qui est encore un peu plus inconnu. Il y a des films sur la radio qui sont fantastiques, même de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Et celui-là, j'ai trouvé qu'ils avaient juste une thune de ouf pour mettre beaucoup de BO, de la Motown. Et après, l'histoire, c'est trop lourd. Après, c'est mon coup. C'est un bon prétexte en fait. Tu fais un film sur la radio, tu fais en plus un road trip, contractuellement vis-à-vis du spectateur, tu es un peu obligé d'assurer au niveau de la musique. Je pense même qu'en général, quand tu fais du cinéma, moi je suis un crevard qui va dépenser des sommes énormes rue de l'Arbre Sec quand j'étais des bandes originales de films, si ça vous intéresse messieurs, allez-y parce qu'ils ont une réserve de fou. Et tu te dois d'avoir de la bonne musique, c'est cool quoi. Donc là on a toutes les raisons du monde pour pouvoir partager un peu les musiques qu'on aime, celles qu'on n'entend pas forcément dans le cinéma français. Mettre des vieux titres de rap comme Lord of the Underground. Le son, le mec qui a fait la musique, c'est Rob, qui est le clavier de Phoenix. On a essayé de faire un peu des... Mathieu Bogart, c'est lui qui a composé la chanson qui se passe au McDo. L'idée, c'était comme ça, d'avoir une musique qui n'était pas une musique qui souligne la comédie avec des... et des dérapages de saphir sur un scratch de vinyle pour dire qu'il y a une vanne. C'est à pleurer, moi, ça me fait pleurer. Et j'ai passé un casting en fait. Romain m'a proposé de passer un casting alors que j'étais pas comédien. Il a un peu insisté, moi au début
Et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas, et puis voilà, ça a fait son chemin, et ça lui a plu. Et Pour aller au bout de la question que tu te poses, à mon avis, je sais où il va en venir, Douglas est aussi le fils de mon producteur à la table. Et moi je le dis, et nous on ne parle pas parce que ça ne doit pas empêcher de rester, j'espère, objectif sur la manière dont elle a été placée dans le film. J'ai cherché à peu près, j'ai vu 160 petits feuilles sur Paris. Un petit feuge mal à l'aise qui ne sait pas bien dire bonjour à un cocktail comme il a au début de la soirée. Et j'ai galéré. Puis lui, il finissait son deuxième court-métrage au bureau. Je lui ai demandé de faire des essais, j'ai pas mal insisté. Et après, j'ai trouvé super aux essais, j'ai pas dit à une directrice de casting qui il était, je n'ai pas qu'elle soit influencée. Et après, j'ai montré à son père les essais, qui m'a dit non, mais hors de question, tu me fous dans une merde monumentale, comment tu veux que j'ai l'air crédible auprès des financiers pour monter un film où il y a mon fils dedans. Ça fait pas du tout pro 2 secondes. Je dis arrête, mate. Et il a commencé à mater le casting, à mater ce qu'il a fait aux essais, puis petit à petit il disait ah, tu fais chier, tu fais chier. Et puis bon, petit à petit, il s'est rendu compte que son fils pouvait faire un nouveau truc en plus. Et c'était un des moments très émouvants qu'on a eu nous dans la fabrication du film, à ce moment-là, et puis je ne le regrette pas parce que c'est très cool, je suis très fier d'avoir la Ça s'appelle Téléstar. Merci pour cette perche. Clovis, si tu veux, mais après, moi je vais parler un peu, mais j'ai trop parlé déjà. Peut-être que Mathieu. Alors, toi, non, mais c'est un truc par rapport à ça. C'est vrai qu'il nous l'avait dit dès les premières fois qu'on s'est rencontrés. Et il dit c'est la première fois que je fais un film de bande. Et je pense que dans tout le casting, la plus grande différence d'âge c'est entre lui et moi. Et moi, je venais d'une série que je fais depuis longtemps, qui est l'histoire d'une bande. Et j'ai l'habitude parce que... Oh la classe, Disney Channel. J'ai l'habitude en tant qu'adolescent, en tant qu'acteur ado, d'être souvent, quand on est ado, justement, on est souvent inclus dans des bandes, dans le cinéma ou dans la télé. Et je me souviens avoir eu cette petite réflexion, de me dire il y a une espèce de monstre du cinéma qui est là depuis 1000 ans et qui a une expérience de fou. Non mais parce que c'est vrai. Et que lui c'est là. Non mais c'est vrai qu'il a une expérience, il nous raconte des histoires, il a été pilote de chasse quoi, dans des films quoi. Et moi j'étais en total trip et j'avais la petite fierté de dire par contre moi les films de bande je connais. Je pourrais te donner des petites tuyaux pour... voilà. Peut-être d'entendre le point de vue de Benjamin, qui ne va pas tous vous flinguer, contrairement aux apparences, avant la fin du débat. Bonsoir. Non, mais le point de vue sur quoi? Je ne sais pas, c'est ton point de vue sur la vie en général. J'aime bien, parfois je me fais chier, parfois je m'amuse. J'aime les parents, les frères et sœurs. Non, moi j'étais très heureux pour ce premier film. J'ai l'impression d'avoir un peu eu de bol. Puisque voilà, des bons films, enfin moi, des films dont on est fier, je pense que c'est hyper important pour un comédien, parce que voilà, au cinéma c'est pas toujours le cas. Moi je fais une formation classique, comme disent mes amis, puisque aujourd'hui quand on fait du théâtre on a une formation classique. Il est plus classe que nous. Et donc voilà, moi je viens du théâtre, comme on dit les journalistes, mais je vais y retourner, parce que je vais faire des allers-retours, j'espère. Et j'étais très heureux j'ai l'impression d'avoir eu de la chance dans le sens où non seulement le tournage s'est bien passé, mais voilà, je suis très content et très fier de défendre ce film. Et voilà quoi. Et puis un film de bande c'est quand même hyper jouissif parce qu'on partage tout ça. Et le fait d'avoir autant de jours, voilà, on était tous à avoir 35 jours de moyenne de tournage. Ça c'est canon puisqu'on participe complètement à la création du film. Romain était très réceptif à nos propositions de changement de vanne, donc du coup on a vraiment l'impression de participer à un projet et de pas juste être un pion, d'arriver sur un tournage de jour, de repartir. Là on est partie prenante, donc on a une énorme empathie à défendre le film et à venir. Et voilà, donc c'est très particulier pour moi et ça me rend plutôt heureux. Voilà, donc merci à Romain d'avoir fait confiance parce que je suis pas connu. Voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression c'est un peu couillu de prendre des comédiens pas connus et de se dire qu'ils peuvent aussi faire un bon film, heureusement. Non, en fait, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas assez de vaccins, parce qu'on avait peur de mourir. En sortant de Paris, c'est pas dangereux, vous êtes d'accord quand même.
On avait acheté des petits bijoux, là, des petites verroteries pour corrompre les tribus, pour qu'ils viennent nous accueillir. Tétanisé, vous savez ce que c'est entre Parisiens, avec peur, tout ça. Non, on n'a pas fait autant de villes que sont mentionnées dans le film. Si tu veux, en bas de l'écran, je crois qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est pour vous donner un peu du dynamisme, du sens du périple. Mais pour vous donner une idée quand même, parce qu'on n'a pas corrigé tant que ça, parce qu'il y a une économie réelle quand même dans le cinéma, sinon on tournerait encore si on avait fait toutes les villes qui sont mais il y a, même à Paris, au total, sur tout le film, à peu près 120 scènes. Du début à la fin, 120 scènes, c'est la moyenne pour une comédie équilibrée. Il y a 110 décors. Les 10 autres scènes qui restent sont dans le bus. C'est-à-dire que, même à Paris, tu verras, l'appartement de Ben, tu ne le revois pas, la radio à Paris, tu ne la revois pas, le bureau, tu ne le revois pas. L'idée, c'est que si tu fais un road movie, on est tout le temps en mouvement. Et ça, je pense, a participé aussi du fait qu'on s'est beaucoup amusé. C'est d'être dans l'énergie, de se dire, tiens, on vient de tourner une scène, ok, tout le monde monte dans le bus, et du trajet d'un décor à l'autre, on en profite pour tourner des petites conneries dans le bus, qui est le bus du film, pour nous amener d'un décor à l'autre, et ainsi de suite. On s'est beaucoup amusé à vivre ce tournage, tous à la même enseigne, quel que soit le niveau d'expérience ou de notoriété des comédiens qui étaient avec nous. Ici, chez nous, tout le monde s'en foutait. C'est pas un film qui s'est fabriqué sur la confiance que peut susciter l'ego, il s'est fait sur la confiance que chacun voyait dans le talent de l'autre. C'est une vérité, c'est pas une phrase tournée pas trop mal, c'est vrai. Tout le monde était très fan de tout le monde, et je suis très fier de ça. Je suis très content que tu me poses cette question, parce que ça c'est un truc pour les geeks que nous sommes, ceux qui le sont, a priori. Si vous êtes blogueur sur Allociné, c'est pas que vous êtes des grands malades de rando. Vous doit être plus chaud sur les... Je me doute, peut-être je ne vais pas faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'affiche dont tu parles, qui est le Train Siphora 3 fois version polonaise, il y a un site sur internet qui s'appelle polishposter.com pour les fans, qui fabrique, qui vous vend des affiches, genre Retour vers le futur, genre, je sais pas, trucs très différents comme les films de, je sais pas, Lady Bruce sur Lady Bruce, le film de Stalin, tout le cinéma américain, mais derrière le Bloc de l'Est, quand le Bloc de l'Est existait encore, parce qu'il passait ces films-là, mais sans les contraintes marketing du cinéma capitaliste, si tu veux, et il demandait à des artistes d'État de revisiter À la poursuite du diamant vert. Il y a une affiche de La poursuite du diamant vert dans l'appartement de Ben. Il y a le principe en 3 fois, ces affiches défoncent. Vous pouvez faire des cadeaux pour pas cher du tout avec ces affiches. Et je vous les recommande. Ce site s'appelle Polish Poster. Je n'ai pas d'action ni de part dans ce site, mais c'est un très très bon site. Il y a des pures affiches. Vous avez le temps là Oscar ouais. La chanson. Non, pas. Allez, je vais faire très court. Non, il n'y avait pas véritablement de hiérarchie. Il n'y avait que la hiérarchie du cœur et de l'envie. Voilà. Sincèrement, il n'y en a pas eu. En tout cas, on n'a pas souffert. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, on m'aurait menti ou pas? Il y avait une hiérarchie, les gars, ou pas? Non, il y avait vraiment, véritablement un vrai travail de groupe, d'écoute, d'envie, désir, voilà, à s'écouter, à bondir, à supporter dans les moments les plus difficiles, parce que 35 jours de tournage, voilà, porter des répétos, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'il m'a pris moi, j'ai oublié de vous le dire, c'est parce que voilà, j'étais le seul mec qui avait voulu porter des répétos en France. Hein, voilà. Non, enfin voilà, non, il n'y a pas eu de hiérarchie, il me semble pas. Hein. J'ai pas dit de bêtises, hein, les gars, c'était assez court, voilà. Ça va. Enfin, voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, pas, monsieur? Vous n'êtes pas trop déçu? Sinon, je peux vous trouver... Voilà. En gros, celui qui avait le pouvoir sur ce tournage, c'est celui qui détenait l'iPod dans le bus. Celui qui contrôle la musique qu'on passe, c'est lui le chef. Souvent, c'était moi. Quoi? Là, par contre, je vais me réveiller. Non, alors c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que c'est fou que tu aies lancé ça parce qu'au début de ta phrase, je me suis dit, le gars va parler de lui sans le savoir et le mettre sur un autre gars. Et t'es allé jusqu'ici, là, jusqu'à moi? T'aurais jamais dû dire ça, là. Le gars, c'est-à-dire qui est insupportable sur la planète parce qu'il faut absolument que t'écoutes, parce qu'il a envie de te faire écouter, quand il a décidé en plus, tu vois, c'est ce gars-là. Et une fois que tu dis, ok, je vais écouter le morceau qui a eu 30 secondes de musique, il dit, attends mec, parce qu'il faut aussi que tu écoutes ça. Et il te le change. Et une fois que tu es ok avec le deuxième morceau, il dit, mec, est-ce que tu connais ce délire? Attends, je l'ai pas, je vais aller voir sur iCloud. Non, ça sera peut-être sur Deezer, du coup, je bouge pas 2 secondes. Je dis, mec, j'aimais bien les 2 morceaux d'avant, pourquoi tu me fais chier? Tu vois, ma vie, mon amitié avec ce gars se résume à ces moments-là. C'est-à-dire qu'on a encore eu ce problème cet après-midi chez nous. Non mais c'est vrai, je ne vous mens pas, je vous jure que c'est vrai. C'est aussi ce gars qui est capable d'aller choisir un DVD et de dire ok mec, parce que avant d'avoir ce travail-là, parce que là on est en train de vous présenter un travail, on était quand même une bande de chômeurs, et donc on matait des films chez lui.
puisqu'il fallait que le monsieur décide ce qu'on allait regarder. Et donc il allait à son truc de DVD, on s'est rencontrés devant cette étagère-là, comme dans le film. Je vous jure qu'il a... C'est tourné chez lui, ce truc-là. Les catégories ont été inventées, évidemment, pour en faire un film, mais c'est tourné chez lui, tout ça, c'est voilà. Et donc il me dit, ok, et il fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Un enfant, je vous laisse te donner un âge, hein, je ne veux pas le faire parce que c'est mon pote. Ah, tu m'appelles le gars. Et là, il en sort un, est-ce que t'es chaud pour mater ça? Et il te le met bien près de la gueule, je dis, je ne le vois pas, je ne le vois pas, c'est trop près. J'arrive pas à faire le plan avec les yeux. J'ai pas cette appli dans l'œil. Recule le truc. Ok, d'accord. Oh ouais, bon, allez, bon, un Michael Mann, allez, hit, ouais, d'accord, on l'a vu 16 fois ensemble. Bon, allez, ok, ouais. Mais sinon, mec, ce qu'on peut se faire, c'est ça. Et c'est ça, jusqu'à ce qu'on décide de mater un film devant lequel on va donc s'endormir, puisqu'il est beaucoup trop tard pour mater un film. Voilà le gars. Pour ma défense, je dirais que tu me dois 17 DVD que tu m'as emprunté, que tu ne m'as jamais rendu. Donc voilà, les DVD de relou que je te prête. Objection rejetée. Objection rejetée. C'est pas une histoire de voix qui m'a fait engager Pascal. Ça a été très amusant parce que il avait des caractéristiques très particulières, le personnage, parce qu'il s'inspire d'un pote très proche à nous. Et puis finalement, ce mec pour qui on avait écrit le rôle nous a lâché, ce qui n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on a Pascal C. 100 fois, 7 milliards de fois mieux. Et au moment où il est arrivé, j'étais paniqué parce qu'imagine tu perds un des comédiens principaux juste avant de tourner. 3 semaines avant, tu ne dors pas quoi. Tu es une horreur pour tout ton entourage, c'est horrible. Comment trouver quelqu'un dont tu dois tomber amoureux, rentrer dans un cadre de comédie particulier? La comédie qu'il a Pascal, c'est un peu l'humour belge, tu sais, les moments de poésie voués à l'échec. Les mecs sont très forts là-dedans. Moi j'adore ça, je trouve ça dément et je voulais qu'il incarne un peu ça. Et Manu, qui connaissait Pascal du tournage de Kaamelott, et Géraldine Nakache aussi, qui connaissait Pascal, qui est dans Tout ce qui brille, qui fait le chauffeur de taxi à la fin de Tout ce qui brille, qui se fait enfler quand les deux petites font Joby Joba une dernière fois. Tous, et d'autres potes à moi connaissaient Pascal. Moi, je n'en avais pas vu. Et j'ai reçu simultanément, au moment où j'étais à un niveau de soucis énorme, devenant de tous mes potes, voix Pascal de Mollo. Donc, ils étaient tous très convaincus de leur coup. Donc, je le vois à 8h et je me dis, putain, si j'aime pas le gars, je vais pas... Tu vois, une pression pour aimer le gars qui est quand même folle. Et on s'est retrouvé à 8h un matin. Il est arrivé avec une sorte de pantalon pas de def, on peut le dire Pascal, des Santiago en autruche. Et il m'a dit, et c'était un des plus beaux moments de toutes les rencontres qu'on a fait sur ce tournage, il est arrivé, on s'est vu comme ça à l'entrée du Trésor, et il fait « Salut l'ami !» avec des enjambées de 6 mètres. Personne ne fait des enjambées de 6 mètres. Et j'ai dit, dans ma tête, c'est le gars. C'est-à-dire que c'était tellement le gars qu'on a rajouté, son rôle est devenu encore mieux pendant le tournage parce que les techniciens étaient fans du gars en disant Pascal, il n'a pas de vanne dans cette scène, les gars. Je fais, pardon, peut-on respecter encore le clip? Oui, mais ça fait quand même 2 scènes où il n'a pas de vanne, quand même. Et lui, il a halluciné parce qu'il n'a pas la tradition. Il a fait des films, comment dire, qui ne sont pas forcément dans la comédie avant. Donc il voyait les gars se marrer après les prises et il croyait qu'il y avait un problème. Et pourquoi il se marre? Parce que t'es drôle, Pascal. Ah bon, je suis drôle? Oui, oui, tu l'es. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs, c'est une des plus belles rencontres parce qu'en plus, il y avait le stress, il y avait ce truc où on se disait putain, si on trouve pas le gars, il y a quand même pas avec Dubosc, les gars, quand même. C'est triste, quoi. Ah si, vous le savez. Vous avez vu Dijon-Rama? Voilà, vous le savez très bien. Et moi, j'ai ce gars-là, que les gens ne connaissent pas, je suis fier, je le kiffe. Voilà. Alors, juste une dernière chose. J'ai beaucoup trop parlé, mais considérez que c'est après le mec qui vous a tué de soulage. C'est encore après. Je vais vous dire une dernière chose. Au-delà du fait que j'étais super content de converser avec vous, parce que j'ai déjà fait cette projection ici pour un autre film avant, et j'étais à cette place-là, je n'étais pas blogueur, mais je m'étais incrusté, et j'avais pas eu le courage de poser des questions, je trouve ça cool que vous l'ayez fait, et puis s'il y en a qui ont kiffé le film, merci. Et si vous avez vraiment kiffé le film, je ne sais pas si vous avez vu comment on a communiqué, je pense que ça vous intéresse, parce que si vous êtes lié à Allociné, vous regardez un peu comment c'est fichu, comment il y a des coms qui sont relous, comment il y a des bandes annonces qui vous donnent toutes les vannes du film, et comment il y en a d'autres qui vous les donnent pas. Comment il y a des affiches qui vous mettent 4 connards en train de sourire en disant « Ah, ça va être génial !» Puis comment la nôtre, je dis pas qu'elle est mieux, mais elle ne vous met pas 4 connards en train de faire « Eh, on va s'éclater !» Concrètement, nous, on ne veut pas. On veut préserver au maximum
la possible surprise que vous puissiez avoir si jamais le film vous plaisait en salle, et ne pas vous mettre toutes les vannes dans la balance parce que c'est hyper énervant. Moi, ça me rend ouf. Donc, en gros, on n'a pas d'énormes moyens marketing pour faire savoir que le film, il est bien. Donc, si le film, il vous a plu, soutenez-nous, rejoignez notre armée. On est le jeune cinéma français, on fait ce qu'on peut. Il y a des jeunes comédiens. On n'a pas voulu aller avec des gars qui vous donnent l'argent des chaînes. Les chaînes ne nous ont pas donné l'argent. Ils nous ont chié à la gueule. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de dire qu'il y a de l'espoir dans le cinéma français, qu'il y a des jeunes talents. Je dis pas que c'est moi je m'en fous. Mais ces gars-là, moi, je les assume, je les revendique. Je les trouve chambés, j'ai une équipe technique qui tue. Soutenez-nous, rejoignez-nous et plaidez pour ce film. Si vous n'avez pas kiffé, je vous dirai pas, n'en parlez pas. Défoncez-le si ça vous a pas plu. Mais si vous a plu, faites partie de notre putain d'armée. Tournez des bonnes comédies, tournez vers les jeunes et pas des trucs de relous qui sont systématiquement des histoires de bourgeois dont tout le monde se contrefout. Je ne le dis pas dans un appartement Napoléon III, j'en ai rien à foutre. Je veux voir ma jeunesse au cinéma. Soutenez-nous, mettez la tête du film sur Facebook, allez sur Allociné, dites que la bande-annonce c'est de la merde mais que le film il est bien, dites ce que vous pensez, soyez avec nous, soutenez-nous. Je vous kiffe, merci.